OK, bon, ben super. Alors, ben, bienvenue à tous. On va débuter. Merci. Donc, la première consigne que je donnerais, c'est de fermer, désactiver vos micros, s'il vous plaît. Merci d'être là. Donc, je me présente, Martin Mainville, conseiller à la vie étudiante au service aux étudiants. Donc, ce webinaire aujourd'hui, les mathématiques au service de la science, s'inscrit dans une série de webinaires qui s'appelle Les talents de chez nous. On a eu quelques webinaires, donc c'est toujours très populaire. Donc, la vie étudiante est présente sur le web aussi. Et j'ai fait aller mes contacts un peu. Je connais Louis Xavier pour l'avoir vu animer et vulgariser des ateliers avec les enfants du quartier dans le cadre du projet de découverte. Et moi, je l'ai entendu parler des flexi-hexagones. Je me suis dit, wow, c'est fantastique, intéresser les jeunes aux sciences comme ça, puis de démystifier un peu l'univers des mathématiques et de rendre ça vraiment intéressant. Et je l'ai interpellé. Donc, c'est ça. Et là, j'ai une petite annonce à faire. En fait, c'est que le prochain webinaire qu'il va y avoir, c'est le 18 février. Ça va être un diplômé de l'ETS qui est PDG maintenant à Nexus Innovation, Louis-Philippe Vallée, qui va venir nous partager un peu son parcours et donc peut-être surveiller Interface et vous inscrire si ça vous dit. C'est le 18 février à midi et quart. Donc, sans plus tarder, comme je vous l'ai dit, c'est un passionné de mathématiques. Donc, Louis Xavier, c'est à toi le micro et bon webinaire à tous. Ça va durer 1 heure. Donc, n'oubliez pas de désactiver vos micros, s'il vous plaît. Il va y avoir une période de questions à la fin où on va pouvoir échanger. Merci beaucoup. Merci Martin. J'espère que tout le monde m'entend bien. Donc, bienvenue à cette présentation sur les mathématiques au service de la science. Je remercie encore Martin pour l'invitation et en fait, le sujet de la présentation d'aujourd'hui. Si je peux le paraphraser, il me dit grosso modo, hein, ah, ce serait cool que tu fasses une présentation qui montre à quel point les maths sont partout. Fait que là, je me disais, oh, c'est ambitieux. Et je me suis dit, OK, je vais essayer de tenter de relever ce défi. Et on va se lancer avec cette présentation. Fait que déjà, je pense que j'aurais pu... Oh, j'entends quelqu'un en ce moment. Je vais voir si je peux faire la désactivation des micros. Ouais, je t'ai donné le plein pouvoir, Ah, je suis c'est bon. désolé. Non, pas de problème. Donc, c'est fait. Ouais. Les mathématiques au service de la science, ben, je pense qu'on a déjà eu une preuve dans la dernière année. Oui, je le sais, je n'ai pas l'intention d'attarder trop sur le sujet encore, là, la Moses de COVID. Là. On en parle déjà depuis 1 an, mais juste pour vous mentionner que il y a 2 semaines, Radio-Canada a remis finalement son prix de scientifique de l'année 2020 au modélisateur de la pandémie, c'est-à-dire au nom de tous les mathématiciens qui ont travaillé sur les modèles de simulation pour voir comment la COVID se propageait dans la population. Il y a 4 mathématiciens qui ont récupéré ce prix. Et je pense que déjà là, c'est quand même une bonne application des mathématiques, que c'est pas tout le monde se doute que derrière, finalement, la santé publique au Québec et au Canada, il y a des mathématiciens qui travaillent très fort. Fait que, juste pour vous donner un petit aperçu, là, c'est la plupart des modèles finalement de propagation de maladies, que ce soit tuberculose ou rougeole ou VIH, utilisent un modèle qu'on appelle SIA, qui est un système d'équation différentielle. Puis finalement, ce qu'on tente de regarder, c'est l'évolution des individus qui sont en santé, donc le fameux S, les individus qui sont infectés, le I, et les individus qui sont rétablis, donc le R. Et les équations différentielles, c'est d'ailleurs un sujet qu'on traite dans les cours à l'ETS. Puis, les mathématiciens qui ont travaillé finalement sur la COVID, ben, se sont basés à partir de ce type de modèle-là, le modèle SIA, pour finalement prévoir comment la pandémie allait évoluer, puis aider à conseiller la santé publique. Là, j'espère que je ne vous ai pas tout de suite traumatisé avec mes équations différentielles. Le sujet n'est pas sur la COVID. Je ne vais pas sortir mes grosses mathématiques pour le reste de la conférence. Je voulais juste faire déjà une petite discrétion en commençant. Fait que je m'adresse en fait à la communauté élargie de l'ETS, peut-être même aussi à du monde de l'extérieur. Et peut-être déjà commencer par donner un aperçu de c'est quoi les mathématiques. Hein, souvent, du moins quand je parle à ma famille, hein, que je suis mathématicien, en gros, ils pensent que je suis un professionnel finalement
des nombres, là, je sais compter finalement jusqu'à, j'imagine, 2 millions, mais ça ne se résume pas juste à ça. Et je présume que la plupart d'entre vous, en fait, vous avez terminé votre secondaire. Donc, grosso modo, hein, quand on termine son secondaire, on a vraiment traité la partie finalement des origines des mathématiques avec un tout petit peu le début finalement des systèmes numérales, donc savoir compter, hein, les nombres entiers ou rationnels, un petit peu d'algèbre, l'équation d'une droite, on commence à voir finalement ce qui est ici sur la carte, ce qu'ils appellent les structures, un peu aussi la géométrie avec la trigonométrie. Je pense que le théorème que tout le monde se rappelle, c'est Pythagore. Puis ça se résume pas mal à ça. Donc, on reste quand même collé ici dans la petite région, ce qu'on appelle origine, là, puis proche de la fondation des mathématiques, mais les maths, c'est un champ très, très large. Puis vous voyez qu'il y a comme deux grands aspects ici dans la carte que j'aime bien. D'ailleurs, ça a été fait par un vulgarisateur des mathématiques, mais un vulgarisateur, excusez-moi, scientifique, qui est un physicien. C'est le point de vue d'un physicien en plus, pas d'un matheux. Et que maths pur à gauche et maths appliqué à droite. Je vous fais remarquer aussi que l'ingénierie est considérée ici comme une branche des maths appliquées. Puis, il semble y avoir dans cette carte, finalement, des séparations très fortes entre les différentes branches des mathématiques, que ce soit pure ou appliquée. Mais dans les faits, tout ça, c'est interrelié. Puis, donc, moi, ce que je voulais montrer aujourd'hui, c'est finalement le rôle des mathématiques dans la science. Puis, il peut y avoir finalement plusieurs connexions entre différents sujets. Fait que je vais essayer de démontrer ça aujourd'hui. Je ne couvrirai pas toutes ces idées-là des mathématiques, mais j'aimais bien cette petite carte-là parce qu'elle illustre quand même plusieurs champs que vous avez peut-être déjà entendu parler. Si vous avez commencé vos études à l'ETS, vous avez fait un cours de calcul, hein, fait qu'on étudie le changement. Mais dans l'étude du changement, on peut aller beaucoup plus loin puis se rendre finalement dans le calcul vectoriel, les systèmes dynamiques, puis la théorie du chaos. Fait que, mais si vous n'allez pas nécessairement voir tout ça, mais ça fait partie finalement de la branche ici mathématique qui étudie les changements. Fait que pour l'exposé d'aujourd'hui, donc ça c'était ma petite mise en contexte, mais pour l'exposé d'aujourd'hui, qui je crois était un peu ambitieux, je me suis restreint finalement à deux concepts. Donc, mon idée, c'était de présenter comment deux concepts mathématiques simples se répercutent finalement dans différents champs en sciences, puis aussi pour des innovations technologiques. C'est question que ce soit accessible pour tout le monde. Donc, je ne sais pas c'est quoi votre niveau mathématique, et je vais rester en termes ici très général. Il va y avoir un petit peu de formule à quelques endroits, mais l'objectif, c'est que vous soyez capable de finalement comprendre l'idée principale. Okay? Donc, voici mes deux concepts mathématiques qui sont courbe de niveau et combinaison linéaire. Et je vais me lancer avec ça. Puis là, j'entends quelqu'un, je vais juste faire un petit mute. Pardon, désolé pour l'interruption. Alors, allons-y pour les courbes de niveau. Courbe de niveau. Tout le monde sait c'est quoi. Je dis tout le monde parce que vous êtes allé au primaire ou vous êtes allé déjà en expédition, surtout qu'on a eu le temps en masse de visiter les parcs de la CEPAC dans la dernière année. Les courbes de niveau, c'est quoi? Ben, vous les voyez en premier lieu hein, sur une carte topographique ici. Une courbe de niveau, finalement, ça correspond à un trait. Et donc, par exemple, si je prends le trait ici, là, qui est plus épais, donc le trait à 380 mètres, là, je suis dans la région du Mont-Tremblant. Mais ça veut dire quoi, grosso modo? Mais ça veut dire que si je me déplace finalement le long de cette courbe, je vais rester à une hauteur constante. Fait que dans le fond, la courbe de niveau me donne une information sur quoi? Elle me donne une information sur l'élévation du terrain par rapport au niveau de la mer. Et c'est pas mal une application que tout le monde a déjà vue. Je dis application, mais c'est plus finalement une description de ce que c'est une courbe de niveau. Et en mathématiques, on la réutilise de manière plus générale, c'est-à-dire que dans une carte comme ça topographique, pour un point de la carte, je veux voir une information qui est absente, c'est-à-dire que je représente par juste la courbe de niveau qui est l'élévation, l'altitude. Et de manière plus générale, ce que je présente en classe, hein, quand on fait le cours de calcul, ben, pour les fonctions à plusieurs variables,
L'élévation, c'est quoi? C'est-à-dire que dans un plan cartésien, hein, je peux prendre un point XY et j'aimerais connaître finalement l'élévation à ce point-là. Bien, si je peux aussi le visualiser en 3 dimensions. Et ça me donne finalement une troisième coordonnée qui est Z ici, à l'axe vertical, qui me donne l'élévation à un point XY donné. Fait que si je veux trouver, je n'ai pas donné la description de la fonction ici, mais si finalement je veux tracer une courbe de niveau, comment je m'y prends? Bien, dans le fond, je vais m'intéresser à cette surface. Je vais me déplacer sur cette surface, mais de manière à rester finalement à une hauteur constante. Je vais prendre en note tous les points de où finalement je suis à hauteur constante sur cette surface. Ça va me donner une courbe. Je peux le faire ensuite pour différentes hauteurs, donc avoir des courbes de niveau qui vont se retrouver, qui vont identifier différentes hauteurs sur ma fonction, puis ensuite projeter tout ça dans le plan cartésien. Puis ici, en plus, donc vous voyez, pour la surface qui est à gauche, j'ai les courbes de niveau à droite, puis en plus, on a rajouté de la couleur. La couleur ici, qui tend sur le rouge, montre une élévation plus haute, puis qui tend plus sur le bleu ou magenta, c'est une élévation plus basse. Là, je vois aucun visage, c'est l'inconvénient présentement, fait que je ne sais pas si ça va pour tout le monde, puis ici, je suis juste en train de dire une évidence. Mais je veux juste bien mettre en place finalement ce que c'est une courbe de niveau. Puis il y a une petite définition mathématique, donc dans le cas d'une fonction qui dépend de 2 variables. Ici, la fonction f de xy, je vais juste vous dire finalement, bien, pour un point de ma carte, f correspond à la hauteur, l'élévation par rapport au niveau de la mer. Fait que les courbes de niveau, c'est quoi? Bien, c'est l'ensemble des points. L'ensemble des points qui me donnent finalement une altitude constante. Donc, ça, c'est une courbe de niveau. Je peux bien sûr en faire plusieurs. Et les courbes de niveau, on les voit, donc, je disais déjà, je pense au primaire, on voit ça pour les cartes topographiques, mais elles apparaissent un peu partout en sciences. Puis, on les voit aussi pour les prédictions finalement météorologiques. Ici, j'ai retiré finalement une carte de la pression atmosphérique au niveau de la mer. C'est le Canada qui est illustré ici. Je sais qu'on ne le voit pas très bien. Juste pour vous situer, Montréal est environ là, où le bout de mon curseur. Et vous avez la péninsule gaspésienne avec l'île d'Anticosti ici, et que la province du Québec là, est dans la région là. Puis, ce que vous voyez finalement, c'est que par-dessus le contour finalement des provinces canadiennes, vous avez des courbes plus épaisses qui sont des courbes de niveau, mais qui représentent finalement la pression atmosphérique au niveau de la mer. Fait que si je me déplace sur une courbe ici, puis je suis en train de peut-être traverser l'Ontario au complet, là, mais en restant sur la même courbe, j'ai finalement une pression constante. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais certaines courbes de niveau sont fermées, puis elles sont même emboîtées les unes dans les autres. Puis à ce moment-là, c'est là où on retrouve finalement des maximums ou des minimums. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez les petits L qui se retrouvent au centre. Donc, on a affaire à des endroits où la pression atmosphérique est la plus basse, c'est une basse pression. Puis ici, au contraire, donc en haut, j'ai un H qui se retrouve au centre ici de courbe de niveau. Donc, j'ai finalement une haute pression. Et finalement, les modèles météorologiques, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont suivre l'évolution de ces courbes de niveau pour finalement prévoir les précipitations qui vont tomber dans différentes régions canadiennes. Mais l'affaire ici, c'est que contrairement à une carte topographique où, disons que la topographie ne va pas changer dans le temps, en tout cas, du moins, on espère, fait qu'il n'y aura pas de tremblement de terre ou quoi que ce soit, là, disons que c'est assez stable. Bien, pour la pression atmosphérique, ça va changer. Fait qu'ici, vous avez une carte prise le 21 janvier de cette année à 6 heures, et à la page suivante, vous avez la même journée, mais 6 heures plus tard. Fait que je vais juste alterner entre les deux. Mais ce que vous voyez, finalement, c'est finalement le déplacement de la basse pression, en fait, de plusieurs basses pressions. Fait qu'ici, la manière de le voir, c'est, si je reviens un petit peu en arrière, c'est que finalement, on a une surface à une fonction dans le cadre de la prévision météorologique. Je regardais la pression atmosphérique. Fait que la pression peut être plus élevée à certains endroits, plus basse à d'autres. Mais la fonction qui décrit la pression atmosphérique n'est pas fixe. Celle-là va changer dans le temps. Fait que je pourrais finalement tracer ici
un portrait en 3 dimensions de la fonction de pression atmosphérique, puis je pourrais la voir aussi évoluer dans le temps. Mais bon, ça c'est juste pour dire finalement, puis je parle de courbe de niveau, puis encore là, vous aurez pu dire, ouais, mais tu aurais pu juste parler de fonction, puis ça parle fonction pour la température, fonction pour l'élévation, fonction pour la pression. C'est tout finalement le concept de fonction qui apparaît. OK, je suis d'accord avec ce point, mais on va continuer avec toujours en regardant finalement l'idée de la courbe de niveau. Fait que la courbe de niveau, finalement, c'est une information sur une fonction, puis la fonction peut être aussi générale qu'on veut. Je vais vous montrer finalement dans les prochaines diapos à quoi ce concept peut nous servir, plutôt que de juste représenter une information comme ça. Et pour ça, j'ai tiré de mon expérience personnelle, c'est-à-dire que pour ma thèse de doctorat, je travaillais sur un modèle pour la prédiction des feux de forêt. Puis pour les feux de forêt, quand on va faire la prédiction, on n'a pas besoin d'avoir une résolution très élevée finalement du front, de ce qu'on appelle le front de flamme. Je n'ai pas besoin de modéliser finalement chaque flamme dans le feu de forêt. Je n'ai pas besoin non plus nécessairement de calculer la quantité de fumée qui est émise finalement par le feu. Ce que je veux juste savoir finalement dans un cadre de prédiction, c'est comment la courbe se déplace sur ma topographie, sur mon terrain. Dans ce cadre-là, le feu de forêt est représenté simplement par une courbe fermée. Et la courbe va délimiter quoi? Elle va délimiter finalement les zones qui sont brûlées versus les zones qui ne sont pas encore brûlées. Dans un feu de forêt, typiquement, la partie qui est en train de brûler n'est pas très, très large. Je veux dire, c'est environ quelques mètres. D'un point de vue, disons, très macro, si je regarde sur des très grandes superficies, la partie qui est en train de brûler, je peux le voir comme une mince courbe qui se déplace sur une topographie. Ici, vous avez un petit peu une représentation idéalisée à droite. J'ai une courbe ici qui va se déplacer sur une topographie qui était la surface en vert. L'intérieur est brûlé, puis on veut savoir, bien, quand le temps va passer, ce feu-là va être rendu où? Est-ce que je vais devoir, par exemple, évacuer une ville? Puis, bien sûr, bien, la topographie, comme la courbe ici, je peux la projeter dans un plan. Je n'ai pas besoin de faire nécessairement la visualisation en 3D. Je peux simplement regarder ce qui se passe venant d'un point de vue projeté ou, si vous voulez, d'un point de vue, si je me mettais complètement au-dessus du feu, là, vous avez un point de vue au-dessus ici. Vu d'en haut, finalement, la courbe ici, qui n'est pas tout à fait, qui est un peu déformée, correspond, mais une fois projetée dans le plan, à un cercle. Et je vais chercher finalement l'évolution de ce cercle-là. Là, c'est bien sûr dans un contexte idéalisé. Puis c'est là ici que le concept de courbe de niveau va entrer en fonction. Je vais utiliser le concept de courbe de niveau pour finalement modéliser la ligne de front, c'est-à-dire l'interface qui délimite les zones brûlées versus non brûlées. Puis ça, c'est ce qu'on appelle, ça m'amène tranquillement à la méthode Level 7. Puis ici, vous avez finalement 2 points de vue différents. L'objectif, c'est je veux suivre l'évolution d'une interface. Dans le cadre de ma thèse, l'interface était un feu de forêt, simplement. Il y a deux grandes manières de voir ça, 2 grandes approches. La première approche, c'est ce qu'on appelle avec, en anglais, les trackers. C'est-à-dire que on pourrait mettre, par exemple, vis-à-vis la courbe, vis-à-vis le front, l'interface, différents points qu'on propagerait individuellement. Plutôt que de regarder la courbe dans l'ensemble, je mets des points sur la courbe, puis je vais dire, OK, bien, connaissant finalement la vitesse de propagation du feu à cet endroit, je vais déplacer mon point. Le problème avec cette approche-là, c'est qu'à chaque étape où on fait avancer le feu, ça peut être à chaque seconde ou à chaque minute, dépendant de la discrétisation finalement de notre espace temporel, ça se peut ultimement que les points se recoupent entre eux. C'est ce que vous avez illustré ici. Le gros problème avec cette méthode-là, c'est que nous, ce qu'on essaie de suivre, c'est la courbe et il n'y a pas vraiment de méthode physique rigoureuse pour ensuite relier les points entre eux. C'est-à-dire qu'ici, quand mes points se sont déplacés, bien, le point a abouti dans une région à l'intérieur de la courbe fermée. Donc, le point a abouti dans une région qui est déjà brûlée, mais le feu ne peut pas aller brûler un endroit qui a déjà été brûlé. Ça n'a pas de sens.
Il faudrait retirer ces 2 points-là, puis le processus de retirer les points n'est pas rigoureux, disons, physiquement. Fait que la méthode, le point de vue alternatif, c'est quoi? C'est plutôt que de placer des points finalement, à chaque 10 mètres sur la courbe ou à chaque 10 mètres sur l'interface qui décrit ici le feu, ben, on va représenter le feu tout simplement par une courbe de niveau. Si le feu est une courbe de niveau, ça veut dire qu'il y a il y a une fonction, finalement, une surface qui correspond à cette courbe de niveau-là. Imaginez ici que simplement le feu, c'est un cercle. Hein, puis typiquement, ce qu'on va dire, c'est que ça va correspondre finalement au niveau 0. Bien, la courbe de niveau, finalement, qui va décrire le feu, va être liée à une surface. Je ne sais pas si c'est... La grosse différence entre les deux approches, c'est que plutôt que de regarder point par point, finalement, la courbe se déplacer, on va plutôt regarder une fonction qui est une surface qui va être déformée dans le temps, mais sa courbe qui correspond à la hauteur 0, c'est elle qui va représenter le feu de forêt. Puis là, la première objection pour ceux qui sont peut-être un peu plus à l'aise avec cette méthode-là ou avec le concept, c'est qu'on pourrait dire, oui, mais là, tu as des points. Les points, c'est pas compliqué. Tu en as peut-être une centaine le long de ta courbe, tu peux les déplacer. Là, ici, tu passes à une centaine de points à une représentation d'une fonction en 3 dimensions. Ce n'est pas plus compliqué. Bien, la réponse, c'est qu'en théorie, ça a l'air plus compliqué, mais il y a des différentes astuces qui font en sorte que ça ne va pas être plus exigeant d'un point de vue computationnel pour y arriver. Et c'est ce qu'on a fait pour la simulation des feux de forêt. Puis l'autre point de vue ici que je veux juste essayer d'illustrer, c'est que l'idée de la courbe de niveau, comme ça, pour représenter les feux de forêt, c'est que ça permet de prendre facilement en compte les changements de géométrie, finalement, du feu de forêt. Là, je parle du feu de forêt, là, mais de l'interface. Ici, mon interface est représentée par 2 petits ronds, okay, 2 petits cercles qui vont croître avec le temps, qui vont grandir, hein, parce que ça brûle de plus en plus. Ultimement, ils vont se rencontrer et ils vont fusionner. Si j'avais mis des petits points, finalement, le long de la courbe, puis je les aurais laissés se propager, ultimement, ces points-là se seraient rencontrés et j'aurais eu un problème à décider lesquels que je garde et lesquels que j'enlève parce que, ultimement, il y en a qui vont être en trop et qui ne seront plus pertinents. Mais ce problème-là est complètement évaporé avec l'approche, finalement, courbe de niveau parce que ce qui va évoluer, ce n'est pas la courbe directement, c'est la surface qui va changer avec le temps. Ici, finalement, ce que vous voyez, c'est que les 2 cercles qui sont là sont en fait une courbe de niveau de la surface ici qui ressemble à un double cône. Et plus, si vous voulez, le double cône ici, plus il baisse, ben, la courbe de niveau 0, ben, elle fusionne ensemble. Ça permet de prendre en compte facilement les changements de géométrie. Ça, c'est une première idée pour la méthode, finalement, Level 7. Puis quand je donne le cours de calcul à plusieurs variables, donc le maths 165 ou le maths 472 si vous êtes à l'ETS, bien, on parle finalement de fonctions à plusieurs variables, on parle entre autres de dérivation en chaîne. Puis un exemple que j'aime donner d'ailleurs, c'est la dérivation en chaîne d'une fonction qui dépend de plusieurs variables. Ici, je passais quand même rapidement par-dessus ce bout-là, mais ce qu'on dit, c'est que la fameuse surface, ici, imaginez le cône, bien, oui, on s'intéresse à cette surface-là, mais ce qui nous intéresse de suivre sur la surface, c'est la courbe à son niveau 0. Fait qu'on s'intéresse à la fonction ici que j'ai appelée phi. Quand est-ce qu'elle est égale à 0? Puis cette fonction-là peut dépendre du temps. Soit la fonction dépend directement du temps, mais aussi les points qui se retrouvent sur la courbe de niveau 0. Et quand je dérive ça par rapport à t, fait que si je dérive de chaque côté de l'équation ici par rapport à t, je dois faire une dérivation en chaîne. Et si je réécris ça, ça fait apparaître, donc pour ceux qui savent un peu de quoi je parle ici, la dérivée de la position par rapport au temps. Ça correspond à la vitesse. Puis ici, on retrouve le gradient finalement de la fonction à plusieurs variables, la fonction phi. Fait que la réécriture finalement de la dérivation en chaîne me donne cette équation-là qui est appelée l'équation level 7. Fait que c'est cette équation-là
qui va finalement décrire l'évolution de ma surface, donc l'évolution de la courbe de niveau dans le temps. Fait que moi, pour ma thèse, ici, vous voyez un petit V en caractère gras, c'était la vitesse finalement en chacun des points sur la courbe. Bien, cette vitesse-là, pour les feux de forêt, bien, dépendait, c'est la vitesse de propagation. Donc, ça dépendait de, bien sûr, la vitesse du vent, de la géométrie du terrain. Pourquoi géométrie du terrain? Bien, parce qu'un feu, ça brûle plus vite quand ça monte que ça descend. Et ça dépendait aussi, bien sûr, du type de combustible. La méthode Level7 a été inventée il y a environ une vingtaine d'années. Moi, j'ai utilisé dans un contexte, mais c'est utilisé dans d'autres contextes. Fait qu'en gros, on l'utilise pour représenter des interfaces. Puis une autre application de ça, c'est, j'ai oublié de parler de, voici un aperçu de ce que ça avait l'air en termes de propagation de feux de forêt. J'avais oublié cette diapo. Mais une autre application qui est complètement, qui n'a pas rapport avec les feux de forêt, c'est pour la détection de contours. Je pense que j'ai un petit bug. Voilà, détection de contours. En gros, le principe est le même. Vous avez peut-être. Fait que c'est de plus en plus. Il y a beaucoup de travail qui se fait en ce moment par rapport à ça. Détection de contours, finalement, c'est être capable de retirer de l'information dans une image. Et ici, c'est possible de retirer l'information dans une image en propageant finalement justement une courbe de niveau. Fait qu'ici, je vais juste reculer. Donc, tantôt, je parlais de propager une courbe de niveau qui correspond à un feu de forêt. Fait que ce qu'on fait, typiquement, on va initialiser le feu à un certain instant. Puis après ça, on va utiliser l'équation que j'ai montrée tout à l'heure pour propager le feu, puis voir à chaque instant où la courbe de niveau 0 est rendue. Fait que là, ici, vous avez finalement en rouge la courbe de niveau à différents moments, comme ça, qui évolue dans le temps. Mais pour la détection de contours, ce qui nous intéresse, c'est finalement retirer un objet dans une image. Fait qu'ici, je commençais avec l'exemple à droite, qui est tiré d'un article d'Olivier Bernard et al. Ici, on a initialisé avec un cercle, la courbe de niveau qui est un cercle. Et si vous voulez, on a propagé cette courbe de niveau dans l'image. Et la courbe de niveau, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va venir s'agglutiner sur finalement les contours de l'objet présent dans l'image. Ici, c'est une carte finalement nocturne satellite finalement de la région européenne. Puis vous l'avez avec ici la courbe de niveau au temps initial, après avoir évolué un peu plus, et finalement, disons, la position finale. Fait que l'idée, c'est que la vitesse de propagation est basée sur finalement l'information contenue dans l'image. Et cette vitesse de propagation-là va dépendre finalement du contraste dans l'image. Parce que si je vais être capable de retirer une information de l'image, finalement, l'information, on la voit parce qu'il y a un contraste, par exemple, ici, entre la partie qui est noire et le pourtour, c'est lumineux dans le continent européen. C'est la même chose pour l'image qui est à gauche. Fait que là, vous voyez ici, c'est comme un peu des images bruitées. On voit clairement à l'œil humain qu'il y a une région en blanc, en disant plus gris pâle. Fait qu'on a fait l'initialisation avec une courbe de niveau qui est un cercle, une courbe de niveau qui est constituée de deux cercles ou encore une ellipse, puis on a justement fait propager finalement ces deux courbes-là dans l'image. Ça fait l'air un peu bizarre de dire qu'on propage dans une image. Puis, dans le fond, ces courbes-là, avec le temps, sont venues s'agglutiner sur les pourtours de ce qu'on essaie de détecter. À quoi c'est utile, ce truc-là, détection de contours? Bien, en fait, c'est entre autres utilisé présentement dans le milieu médical, en imagerie médicale, pour finalement avoir une manière de détecter systématiquement les tumeurs ou les cancers. J'ai vu, en préparant la conférence, des articles qui parlaient, entre autres, de la détection de cancer pour les mammographies, quand on avait des images qui résultaient d'une mammographie, ou encore, je l'ai vu pour la reconstruction, si vous voulez, de la structure des os. J'ai également un de mes collègues, pendant qu'on était étudiant au doctorat, qui, lui, a travaillé avec une compagnie montréalaise pour faire la détection de plaques d'immatriculation. Fait qu'en gros, il y avait une compagnie montréalaise qui développait un logiciel à installer sur les voitures de police. Comme ça, quand les voitures se promènent dans une rue à Montréal, ils sont capables de capter automatiquement la plaque d'immatriculation. Et si vous n'êtes pas stationné du bon côté de la rue au bon moment, bien, vous avez automatiquement une contravention. C'est le genre de truc où finalement le concept de courbe de niveau est utilisé pour la détection de contours. Un autre exemple toujours dans cette thématique-là, je parle ici, je trouve
très joli cet exemple-là. Ça permet aussi d'utiliser les phénomènes physiques. Et qu'ici, ça a été utilisé pour comprendre finalement les structures de bulles et de mousse. Et que ça a d'ailleurs été publié dans la revue Science par James Setian, qui est un des inventeurs de la méthode Level 7, puis son étudiant au doctorat qui était Robert Say. Puis, dans le fond, ils ont amélioré la méthode Level 7. Puis ici, on s'entend, ce n'est pas une courbe de niveau. Fait que dire que plutôt que de regarder une courbe de niveau, on a extensionné la méthode en 3 dimensions pour parler de surface de niveau. Fait qu'ici, chaque surface de niveau représente finalement une bulle de savon. Je peux vous montrer finalement l'animation que ça a donnée. Fait qu'ils ont fait cette petite animation-là, elle est quand même très compressée, là. La résolution n'est pas super bonne, mais ça a l'air peut-être un petit peu simpliste là, comme animation, mais ici, le problème d'un point de vue physique, c'est justement il y a un changement de géométrie dans le temps, c'est-à-dire que plus le temps s'écoule, des fois, il y a une bulle qui éclate qui va venir perturber finalement les autres bulles et recréer un réarrangement entre les bulles de savon. Et cette simulation que vous voyez en ce moment, bien, en fait, elle a nécessité les plus imposants ou les plus puissants ordinateurs du Berkeley Lab en Californie. Fait que ça a pris, je ne sais plus combien d'heures de modélisation là, pour arriver finalement à un petit vidéo qui représente ce qui se passe à l'intérieur d'une quinzaine de secondes. Là. Mais c'était quand même assez intéressant comme finalement, comme application de la courbe de niveau. C'est une version, disons, plus généralisée, mais son utilisation va permettre aussi, entre autres, de comprendre finalement les phénomènes physiques qui sont liés finalement à tout ce qui est mousse, puis en anglais foam, fait que aussi pour des mousses qui ne sont pas nécessairement des mousses de savon. Fait que, typiquement, l'idée, c'est changement de géométrie. Ben, la courbe de niveau ou les surfaces de niveau, c'est vraiment pratique comme méthode. Puis j'ai un autre. En fait, j'ai déjà une idée aussi que vous avez probablement vu en action l'utilisation de courbes de niveau. Donc, je ne suis pas mal sûr que vous avez déjà vu. Je ne dis pas mal sûr. En tout cas, il y a des chances que vous ayez vu ces films. Donc, vous avez Terminator, Poséidon, puis Star Wars, l'épisode 3, mais il y en a bien d'autres. En fait, je pourrais vous parler de Harry Potter ou encore Pirates des Caraïbes, etc. Et vous avez vu finalement des applications de la méthode Level 7 ou des courbes de niveau dans les graphiques pour ces films-là. Et ça l'a même, en fait, mené à avoir un mathématicien, Ron Fetkiv, qui est lauréat de 2 Oscars. À ma connaissance, c'est le seul mathématicien qui a 2 Oscars. Il n'a pas eu un Oscar directement pour un film en particulier. Il s'est mérité un Oscar, en fait 2 Oscars pour toutes ses contributions finalement au niveau de l'infographie pour les films. Et il y a aussi, lui, c'est un des inventeurs de la méthode Level 7, puis il l'a utilisé il l'a combiné à une autre méthode parce qu'on n'arrête pas de généraliser en mathématiques puis d'améliorer les méthodes. Fait qu'ici, il l'a combiné avec, il appelait ça la Particle Level 7 Method, et qu'il l'a combiné pour faire la modélisation de splash dans les animations graphiques. Fait qu'ici, un exemple de ça, je vais vous montrer cette petite vidéo avec le phare. Fait que la courbe de niveau, la surface de niveau, finalement, permet de modéliser les vagues, mais lui, il voulait être en mesure, finalement, de reproduire les éclats de gouttes d'eau. Fait qu'il a modifié la méthode, ou du moins, il l'a améliorée pour faire en sorte que ça apparaisse comme ça dans le graphique. Fait que, ici, c'est compliqué parce qu'il y a encore là un changement de géométrie, c'est-à-dire que la vague se brise, puis on a des particules qui éclatent dans les airs. Fait que c'est quand même un problème très, très important. Puis combiner finalement les courbes de niveau avec des particules pour arriver à ces belles simulations-là. Et ça a été repris dans plein de films. Là. La liste est absurde. Là. Je n'ai juste choisi 3, mais il y en a beaucoup plus. Puis son site web,
Son site web est particulièrement impressionnant. Là, si vous allez le voir, tapez juste RunFitKiv, là, il y a des tonnes de simulations. Ce n'est pas tout fait avec les courbes de niveau, mais c'est vraiment un chef en la matière là, pour tout ce qui est animation comme ça, graphique. Et donc, ça complète la partie courbe de niveau. L'idée, c'est quoi? C'est finalement, juste en résumé, donc les courbes de niveau, c'est pratique pour suivre des interfaces, que ce soit la surface de l'eau ou finalement le front de flamme dans un feu de forêt. Et ça prend en compte finalement, c'est une manière simple de prendre en compte les changements de géométrie. OK? Là, ici, on a vu différentes applications. Mais je vais passer tout de suite à mon autre sujet parce que c'est déjà une demi-heure que je parle. Fait qu'on va passer à la combinaison linéaire. Avec l'autre thématique de la conférence d'aujourd'hui. Combinaison linéaire, je suis pas mal sûr que vous en avez tous déjà fait, même si vous n'êtes pas en mathématiques. Je vais donner quelques exemples simples. Donc, tout d'abord, si vous avez déjà fait un peu de peinture ou fait de la programmation HTML en mettant des belles couleurs sur le web, bien, vous savez que finalement, les couleurs, en général, sont n'importe quelle couleur, on peut les reconstruire à partir de 3 couleurs primaires. Bien, pour ce qui est de l'informatique, du moins, les couleurs primaires sont rouge, vert et bleu. Donc, c'est le fameux couplet, triplet, je devrais dire, RGB. Et qu'ici, les fameuses combinaisons, c'est quoi? Bien, vous pouvez voir ça comme une combinaison ou une portion de rouge avec une portion de vert me donne du jaune. Une portion de rouge puis une portion de bleu me donne du magenta. Mais si je diminue cette proportion-là, en fait, si je prends une demi-portion de rouge, ce qui a pour effet de rendre le rouge plus foncé, et une portion de bleu, j'obtiens un mauve comme ça. Et combiner des couleurs, c'est déjà un exemple de combinaison linéaire. Puis bien sûr, je pourrais combiner finalement du rouge, du vert et du bleu. Ici, vous avez un exemple. Donc, si je prends une proportion finalement de 1/5 de rouge avec 3/5 de vert et 4/5 de bleu, j'obtiens une espèce de bleu poudre. Et donc, n'importe quelle couleur, finalement, peut être représentée comme une combinaison de rouge, de vert et de bleu. Il suffit finalement de savoir la recette, en quelque sorte, c'est-à-dire prendre la bonne combinaison. Puis ici, ce que vous avez à droite, finalement, c'est une représentation dans l'espace de toutes les couleurs en fonction des différentes proportions que vous prenez de bleu, de rouge ou de vert. Je vais y revenir dans quelques instants. Si mes combinaisons linéaires, vous l'avez probablement déjà vu dans un autre contexte. En fait, c'est une des choses qu'on voit en algèbre linéaire. Je donne une petite définition ici simple. C'est qu'en fait, on parle en termes de vecteurs. Si vous ne savez pas c'est quoi un vecteur, ce n'est pas grave. J'essaie de résumer ça en d'autres mots, c'est-à-dire que imaginez que vous avez une collection d'objets, peu importe, puis le mot objet peut être vraiment n'importe quoi, mais imaginez que j'ai une collection d'objets, bien, je veux finalement pouvoir décrire l'objet comme une combinaison finalement des autres. Fait qu'ici, mes objets de base, ce serait finalement mes V1, V2 jusqu'à VK. Et la proportion ou le poids que je vais associer à chacun, c'est les constantes ici, C1, C2 et CK. Dans l'exemple précédent, V1, V2, ce serait par exemple mes couleurs de base, rouge, vert et bleu. Puis quand je prends les bons poids devant le rouge, le vert et le bleu, j'obtiens finalement une nouvelle couleur, un nouveau aussi vecteur. Puis, si vous ne savez pas c'est quoi un vecteur, bien, grosso modo, on peut penser au vecteur comme étant une information sur un déplacement. Donc, ici, je fais en 2D, là, un déplacement dans le plan. Par exemple, je voudrais me déplacer comme ça du point ici, donc de l'origine jusqu'au bout de la flèche qui est là. Bien, le déplacement direct que j'effectue, je le représente par la flèche qui est en orange, donc W, le vecteur W. Mais je pourrais dire, OK, bien, dans le fond, moi, je veux être en mesure de décrire ce déplacement-là à l'aide de seulement 2 déplacements de base, 2 déplacements élémentaires, qui est un déplacement finalement horizontal et vertical. Puis on pourrait dire ici finalement que ça, c'est un déplacement de 1 pas, disons. OK? Donc, pour me déplacer de ce point-ci jusqu'au bout de la flèche, bien, je pourrais expliquer à quelqu'un, bien, OK, si tu veux te rendre au Starbucks, bien, dans le fond, fais 3 pas vers la droite et 5 pas vers le haut. OK?
ou encore 300 mètres vers l'est, puis 500 mètres vers le nord. Et tu vas arriver au bon endroit. Fait qu'ici, j'ai une combinaison. Donc, le déplacement W s'écrit comme une combinaison du déplacement V1 avec le déplacement V2, simplement. Puis, je me disais, ouais, tu as choisi V1 et V2. Est-ce que je peux choisir autre chose? Bien, certainement. Imaginons que je n'avais pas V2, mais que j'avais plutôt un autre vecteur qui c'était V3. Mais j'ai toujours V1 qui est petit déplacement comme ça vers la droite. Mais je pourrais dire, OK, bien, plutôt que d'avoir ma combinaison précédente qui était 3 fois V1 plus 5 fois V2, bien, je peux tout simplement dire que j'ai ici le déplacement V3, puis je dois revenir comme ça un petit peu sur mes pas. Donc, j'ai moins 2 fois V1. C'est-à-dire que le moins a pour effet de changer ici le sens de mon déplacement par rapport à V1. L'idée ici, c'est ça, c'est que je décortique un vecteur à l'aide de d'autres vecteurs de référence. Je reviens à mes couleurs. Bien, avec mes couleurs, je veux finalement décortiquer une couleur à l'aide des couleurs de référence, des couleurs de base. Et ces couleurs-là peuvent être aussi représentées par des vecteurs, comme un déplacement finalement dans l'espace en 3 dimensions. Fait qu'ici, le rouge, le vert et le bleu, je les ai appelés V1, V2, V3. C'est une combinaison de ces 3 vecteurs-là qui me donne le vecteur W qui était le bleu poudre. Et si on se met maintenant dans un référentiel en 3 dimensions, bien, pour arriver à la couleur ici qui est bleu poudre, j'ai besoin de faire 0,2 déplacement dans la direction donnée par le vecteur rouge, donc V1. Ensuite, j'additionne le déplacement vers le haut donné par le vecteur vert, mais de 0,6. Donc, la flèche est un peu plus longue. Et un déplacement dans la direction bleue de 0,8. La somme de ces 3 vecteurs-là me donne finalement le dernier vecteur que je n'ai pas illustré ici, par contre. C'était un peu l'idée du cube. Hein? C'est un cube finalement de 1 par 1 par 1. Si je me déplace dans ce cube unité un peu n'importe où, j'obtiens une nouvelle couleur. N'importe quelle couleur est une combinaison de rouge, vert ou bleu. Cette idée de combinaison, en fait, combiner des objets pour en obtenir un nouveau, ça apparaît dans plein d'endroits en mathématiques. Okay? Et je dis mathématiques, mais dans les applications aussi. Je vais donner un autre exemple. Si on regarde ici, j'ai un profil finalement d'une onde acoustique. Vous avez probablement déjà vu ce genre de graphique si vous avez écouté l'émission Enquête, qu'il y a quelqu'un qui est caché derrière un écran et qu'on entend juste sa voix, ou si vous avez vous-même enregistré votre voix sur votre téléphone, vous avez peut-être vu ce genre de graphique-là. Ici, ce qu'on voit finalement, c'est l'amplitude, si vous voulez, de l'onde avec le temps qui s'écoule dans l'axe horizontal. Ici, ça oscille tellement. En fait, j'ai un graphique. L'axe horizontal, ça représente un intervalle d'1 seconde. Mais il y a tellement de choses qui se passent qu'on ne voit presque rien. Avant de détailler ce qui se passe dans cette image, je vais juste peut-être reparler c'est quoi une onde, hein, de point de vue mathématique, comment on peut la représenter pour ceux qui n'ont pas déjà vu ça. Sinon, ça fait vous faire un petit rappel. Grosso modo, ici, j'ai représenté l'onde finalement comme une fonction du temps, à l'aide d'une fonction sinusoïdale. Puis il y a 3 informations principales à voir dans cette écriture-là. C'est finalement, j'ai l'amplitude qui est notée par A. Ici, le petit n représente finalement la fréquence de l'onde, le nombre d'oscillations par seconde. Et j'ai phi qui est ici la phase, le décalage finalement de la fonction sinus. La fréquence n, finalement, pour nous, quand on parle d'onde sonore, quand on dit je parle d'onde sonore, finalement, c'est une perturbation dans la pression de l'air. Finalement, la perturbation dans la pression de l'air vient cogner contre le tympan, c'est ça qui fait qu'on entend quelque chose. Si la fréquence n est très élevée, on va avoir un son qui est aigu. Si le n est petit, ça va être un son grave. Et le A ici, l'amplitude, c'est finalement l'intensité sonore. Est-ce que ça va être très fort ou plutôt doux comme son? L'oreille humaine, en passant, entend les fréquences entre 20 Hz et 20 kHz. Après 20 kHz, en fait, c'est que le son, on peut quand même le percevoir, mais il est complètement il est vraiment
tordu, là, il est dissonant. Puis l'autre chose aussi, c'est que l'oreille humaine n'entend pas le déphasage. Fait que pour nous, le son, finalement, se caractérise par deux choses, finalement, la fréquence et l'amplitude. Puis 1 Hertz, c'est quoi? Bien, c'est finalement une oscillation par seconde. Et je vais reprendre cette forme-là, puis juste l'illustrer là, pour ceux qui n'ont jamais vu une fonction sinus. On peut imaginer la fonction sinus simplement comme une vague. Puis ici, j'ai tracé les graphiques dans l'intervalle de 0 à 1 seconde. Et j'ai fixé l'amplitude à 1. Pour ça, ici, que si vous voulez, la demi-hauteur de la fonction arrive ici à 1, puis elle se rend à -1. On dit que l'amplitude est de 1, mais on devrait peut-être dire demi-amplitude. Donc, ça varie entre -1 et 1. Puis, la fréquence N, j'ai choisi 3 fréquences différentes, 2, 4 et 6. Celle qui correspond à 2, c'est la courbe en bleu, parce que vous voyez ici, j'ai une oscillation complète jusqu'à quand j'arrive ici, et j'en ai une autre. Donc, 2 Hertz, ça veut dire 2 oscillations par seconde. Tandis que le 6 Hertz, donc ce serait la courbe en espèce de doré ou jaune, parce qu'elle fait finalement 6 cycles par seconde. Donc, ça, c'est pour la fréquence. Pour l'amplitude, donc le fameux A devant le sin, ce que ça va changer, c'est finalement la hauteur de la fonction. Fait qu'ici, j'ai gardé la fréquence la même pour n'importe quel sinus ici, mais c'est la hauteur de la fonction qui change. Donc, j'ai 2, 4 et 6. Donc, vous voyez, la courbe en bleu va jusqu'à 2, la courbe en magenta jusqu'à 4 et la dorée jusqu'à 6. Puis, j'ai finalement illustré ici le déphasage en gardant la fréquence à 2 Hz et l'amplitude à 1. Fait que le déphasage fait juste translater finalement horizontalement les courbes. Puis ça, on ne les perçoit pas à l'oreille humaine. À l'œil, on les voit, mais à l'oreille, on ne les entend pas. OK? Je reviens à mon exemple, à mon image de tout à l'heure, dans laquelle on ne voyait rien. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai zoomé dans l'intervalle, finalement, plutôt que de regarder l'intervalle de 0 à 1 seconde, j'ai décidé de regarder finalement ce qui se passait de 0 à 0,02 secondes. Question de voir quelque chose. Et là, vous voyez, c'est une fonction qui oscille et l'amplitude n'a pas l'air constante. Je n'ai pas l'air d'avoir, c'est pas clair c'est quoi finalement la période ou la fréquence ici. Fait que c'est comme un peu perdu finalement dans l'information. C'est difficile finalement à faire un lien avec ce que j'ai montré précédemment. Ça a l'air de sinus, mais ça n'en est pas directement. En fait, si vous avez déjà travaillé aussi avec des logiciels audio, il y a une manière d'extirper de la figure qui est ici, à gauche ou à droite. C'est la même fonction. À droite, c'est vraiment juste un zoom sur ce qui est à gauche. Je peux extirper de l'information sur ce qu'on appelle le contenu en fréquence. Puis le contenu en fréquence, ça correspond finalement au spectre de la fonction ici, qui est une onde acoustique. Et si je vous montre un peu de quoi ça a l'air de ça. Et pour la fonction qui est à droite, je peux extirper ça. Et ce que ça me dit finalement, l'axe horizontal, ce n'est plus un axe de temps, c'est un axe de fréquence. Et ce que ça me dit, c'est que l'onde qui est à droite ici est en fait une combinaison de 3 fréquences avec différentes amplitudes. Fait que ici, j'ai une fréquence d'environ 260, 320 quelques et 390 quelque chose, donc approximativement. Fait que les logiciels nous permettent de faire ça, de chercher ce contenu en fréquence. Mais ça veut dire quoi en termes de combinaison linéaire? Ça veut dire que la fonction audio qui est à droite ici est une combinaison de 3 sons, disons, purs ou de 3 fréquences pures. Fait qu'ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tracé ces fameuses 3 fonctions. Fait que vous voyez, c'est des fonctions sinusoïdales avec des amplitudes différentes. Donc, j'ai une amplitude de 3, 6 et 12 et des fréquences différentes. Hein? Ils n'oscillent pas à la même vitesse. La fonction en bleu ici oscille plus rapidement que la fonction en vert pâle. Et si je fais la somme de ces 3 fonctions-là, qui se retrouvent à gauche, ici dans mon graphique, donc je les ai écrits ici, bien, je vais retrouver ce qui est à droite. Et ça, la somme de ces 3 fonctions-là, c'est encore une fois une combinaison linéaire. Je ne suis pas en train de combiner ou de mélanger des couleurs, mais je suis en train de combiner finalement des sons.
Puis ça, on le fait constamment quand on joue un instrument. Fait qu'en fait, ce que j'ai illustré, c'est l'accord ici de Do majeur. Je dois être honnête, ce n'est pas tout à fait l'accord de Do majeur parce que j'ai arrondi ici les fréquences à l'entier le plus proche parce que les fréquences de l'accord de Do majeur, ce n'est pas tout à fait un nombre entier. Et en plus, quand on joue du piano, en général, on joue de la même intensité des 3 notes en même temps. Fait qu'ici, en plus, j'ai changé l'intensité, si vous voulez, du son pour le Do, le Mi et le Sol. Okay, ça, c'est Do, Mi, Sol. Et donc, l'amplitude n'est pas la même. Et si j'additionne ces 3 fonctions-là ensemble, je retrouve ce qu'on avait ici, ou je retrouve, si vous voulez, ce truc-là qui ne me disait rien. Fait que j'ai été capable d'extirper finalement de l'information avec le contenu en fréquence. Puis d'ailleurs, si vous allez sur Wolfram Alpha, on peut faire jouer finalement cette fonction-là mathématique. En tapant ça dans Wolfram Alpha, qui est un logiciel en ligne de calcul symbolique, on peut lui demander de jouer pour nous. Et je vais vous montrer, je l'ai déjà fait ici. Donc, j'ai demandé de jouer carrément la fonction f de t. Il me l'a tracé. Fait que là, ici, on voit un peu le même graphique que je vous ai montré tout à l'heure, hein, où on ne voit pas grand-chose finalement. Il m'a sorti également le contenu en fréquence ici. Fait qu'on voit les fréquences qui apparaissent, là, qui sont là. Puis, je peux lui demander de faire jouer le son pour moi. Fait qu'il me dit que c'est audible pour l'oreille humaine. Et là, vous avez un accord en Do majeur. Presque Do majeur. OK? Mais je veux juste changer puis vous montrer ce qui se passe si je changeais la fréquence. Fait que si je changeais la fréquence, par exemple, à 5 Hz, on va lui demander de faire ça pour nous. Fait qu'ici, c'est juste un sinus, hein, une fréquence seulement, 5 Hz, puis il va dire ici, hein, c'est pas audible pour les humains. Fait que si j'essaie de faire jouer, vous n'entendez rien, puis moi non plus, parce que l'oreille humaine n'est pas capable d'entendre cette fréquence-là. Il y a bien des choses intéressantes qu'on peut faire avec Wolfram Alpha. Je peux entendre finalement une fonction sinusoïdale ou une combinaison de fonctions sinusoïdales. Ça, on vous l'avez, si vous avez fait le cours Math 265 à l'école, ça correspond à quoi? Ça correspond à des séries de Fourier. Séries de Fourier, c'était quand même un aspect super important en sciences et en génie parce que ça permet de sortir de l'information justement sur une onde acoustique. Mais d'un point de vue mathématique, ce que ça dit, c'est que si j'ai une fonction qui est périodique, donc qui se répète après un certain temps, je peux la décomposer, je peux la voir comme une combinaison finalement linéaire, mais une combinaison, je vous avouerai, infinie ici, de cos et de sin. Et ce qui va changer, c'est quoi? C'est finalement la fréquence, le N ou le N sur P ici, avec l'amplitude. OK? Et donc, dans un des exemples qu'on montre en classe, justement dans les cours d'équation différentielle, c'est que pour une onde comme ça, qui est l'onde en dents de scie, là, qui est représentée à droite en rouge, je peux la décortiquer en plusieurs sinus, des sinus qui vont avoir différentes fréquences et différentes amplitudes. Fait qu'ici, j'ai mis seulement, puis c'est une somme infinie, et j'ai seulement mis les 5 premiers termes avec les fréquences correspondantes et les amplitudes devant le sinus en correspondant. J'ai tracé ces 5 fonctions-là ici dans mon graphique à gauche. Et si j'additionne les 5 sinus qui se retrouvent à gauche ensemble, ça veut dire que pour un x donné, j'additionne la coordonnée y de chacune des fonctions ensemble pour en obtenir une nouvelle. Mais je vais obtenir finalement ce qui est en vert foncé ici à droite dans mon graphique. Là, vous allez me dire, ouais, mais c'est donc bien. La courbe en vert, c'est loin d'être la courbe en rouge. Je suis d'accord. C'est juste que j'ai juste pris les 5 premiers termes et non l'infinité de combinaisons que je devrais prendre. Et nous, hein, là, je viens de montrer une idée de finalement d'application des combinaisons en sinus. C'était pour l'analyse de signal sonore. Mais M. Fourier, quand il a travaillé là-dessus, il a travaillé en fait, je vais devoir passer cet exemple-là, sinon je vais manquer de temps. Il a travaillé là-dessus pour, en fait, résoudre l'équation de la chaleur. Fait que lui, il était complètement dans un autre champ. Il ne s'intéressait pas pantoute aux ondes sonores. Tout ce qu'il voulait savoir, c'est trouver une solution finalement à cette équation aux dérivées partielles
plus précisément à la diffusion de la chaleur finalement dans une barre métallique. Fait qu'ici, vous voyez, sa solution qu'il a trouvée, il disait finalement que la température le long de la barre et en fonction du temps, bien, finalement, peut s'écrire comme une combinaison de fonctions sinusoïdales, entre autres. Puis, un exemple de solution, là, puis je passe quand même rapidement par-dessus cet exemple-là, mais en gros, imaginez que la barre ici varie de 0 à 6 points quelque chose, ça c'est 2π, puis qu'initialement, au temps t égale à 0, j'ai ce profil de température-là. Fait que l'axe des Y ici représente la température pour n'importe quelle valeur de x. Et si ensuite je veux finalement représenter le profil de la température en fonction du temps, c'est ce que j'ai fait en représentant plusieurs courbes ici. Fait que chaque courbe, quand la courbe descend, finalement, c'est qu'on est en train d'évoluer dans le temps, puis que je ne me rappelle plus là, j'ai oublié l'intervalle de temps que j'avais pris, là, mais je pense que c'était environ à chaque seconde. Et qu'à chaque seconde, finalement, ma température ici va venir de plus en plus uniforme. Pourquoi la température descend? C'est parce que j'ai imposé une condition aux extrémités que la température devait toujours être de 0 degré. Mais bref, sans entrer dans les détails, juste pour vous dire que l'idée de décomposer une fonction à l'aide de fonctions sinusoïdales, c'était initialement pour la chaleur, mais ça a été récupéré pour, entre autres, l'analyse d'ondes sonores, ou encore, ça peut être aussi tout type d'ondes. Ça peut être finalement de la radiation émise par les étoiles qui sont dans une autre galaxie, ça peut être pour les ondes sismiques, par exemple. Et ça a été ici utilisé pour, entre autres, les compressions à l'ère numérique, donc compression pour l'audio, donc on peut penser à MP3 ou compression JPEG. Et dans les 5 minutes qui vont rester, je vais m'attarder sur justement la compression JPEG, pour donner une petite idée de ce qui se passe avec ça. Parce que c'est encore une combinaison linéaire. OK, comment ça marche? En gros, on va parler d'images ici en noir et blanc pour faire plus simple, pas de couleur. Puis, ce qu'on veut faire quand on enregistre une image, qu'on prend avec un téléphone ou quoi que ce soit, c'est qu'on veut finalement, pour chacun des pixels qui apparaissent dans l'image, donc un pixel, c'est juste une petite division de l'image, on veut lui associer un niveau de gris. Puis pour tous les niveaux de gris, en fait, ça va être un nombre entre 0 et 255. 255 étant le blanc pur à la droite ici, 0 étant noir. Et pour représenter un niveau de gris, j'ai besoin d'un octet. Ce que ça veut dire, c'est que si j'ai une image de 640 par 140 pixels, donc j'ai en tout 409 600 pixels, j'ai besoin de 409 600 octets. Si j'enregistre l'image sans compression, maintenant avec les nouveaux iPhones, j'ai 12 millions de pixels pour le capteur de l'appareil photo, ce qui nécessiterait, si je ne compresse pas l'image, 12 mégaoctets de mémoire, ce qui en fait quand même pas mal. L'idée derrière le JPEG, c'était qu'est-ce que je peux enlever comme information dans l'image qui va quand même garder l'image aussi bonne, puis que l'œil humain, ça ne rendra pas trop compte, c'est que finalement, le format JPEG enlève les petites variations dans les images. Mais l'idée du JPEG, derrière la compression, puis là, je simplifie beaucoup ici, mais c'est encore une combinaison linéaire. L'idée, c'est de dire, si j'ai une grande image, je vais la subdiviser en petites images, et chaque petite image, puis ici, ça a des images en fait de 8 pixels par 8 pixels, donc des petits carrés, et chaque petite image carrée va être une combinaison de ces 64 images. Si vous voulez, tantôt pour mes couleurs, j'avais trois couleurs de base, rouge, vert et bleu. Et maintenant, pour une image, finalement, j'ai 64 images de base. L'idée, c'est de dire, toutes les images de 8 par 8 pixels, je peux les écrire comme une combinaison de ces 64 images que vous voyez à droite, qui ont des numéros, là. Et si on regarde plus précisément l'image de base A, indice 2, 3, c'est celui qui se retrouve finalement à la deuxième ligne, mais la numérotation commence à partir de 0. Donc, 0, 1, 2 et troisième colonne, donc 0, colonne 0, colonne 1, colonne 2, colonne 3. C'est l'image qui apparaît ici. Cette image-là, si je peux faire une référence avec les ondes de tout à l'heure, l'image, c'est comme si j'avais une onde qui oscille dans deux directions différentes à des fréquences différentes. L'oscillation de l'onde ici
horizontalement est plus grande que l'oscillation de l'onde ici verticale. Puis mathématiquement, ça s'écrit comme un produit de 2 cosinus. Puis si vous ne saviez pas aussi, déjà, une image comme ça, avec ici, vous voyez, j'ai une image de 8 par 8 pixels. Bien, les couleurs de gris représentent, on peut le visualiser comme finalement une information sur l'élévation de l'image. Ici, l'image que vous aviez précédemment à droite, je peux la voir en 3D comme ça. Ça, c'est la version discrète, hein, ou si vous voulez, diviser en petits morceaux de la fonction de la surface qui est à gauche, qui est finalement un produit de 2 cosinus, qui oscille à différentes fréquences, soit dans la direction X ou la direction Y. L'idée de la compression JPEG, donc je reviens avec la même image tout à l'heure, mais l'idée, c'est je veux pouvoir écrire ou décrire une image à l'aide d'une combinaison de ces 64 images. Ici, je vais donner un exemple. Imaginons que je prends l'image A20 et A02. C'est-à-dire, c'est l'image qui est ici et ici. Puis je vais vous montrer de quoi ça a l'air. Je vais faire une combinaison linéaire de ces deux images avec un poids, bien sûr, devant. Donc, ici, j'ai mis un poids de 2 chacun. Si j'additionne ces deux images-là, je vais obtenir cette nouvelle image. L'avantage, c'est quoi de faire ça? Si j'avais à enregistrer dans un format, dans un fichier, l'image qui est ici, la première approche, ce serait de dire, OK, j'ai 64 pixels, je dois enregistrer finalement les 64 couleurs de gris. Mais si je me dis, OK, j'oublie cette approche-là, puis je dis que n'importe quelle image s'écrit comme une combinaison de mes images de base, bien, j'ai besoin de beaucoup moins d'informations. Pourquoi? Parce que tout ce que j'ai besoin de dire, c'est, dans le fond, prends l'image A20, puis multiplie-la par 2. Prends l'image A02, puis multiplie-la aussi par 2, puis additionne les deux ensemble. Fait que la seule information que j'ai besoin d'enregistrer, ce n'est pas toute la couleur individuelle des pixels, c'est simplement le poids associé à chacune des images de base. Et si je change bien sûr les poids, ici je vais changer le poids devant l'image A02, bien, je vais obtenir ultimement en résultant une image différente. Et ça, c'est l'idée derrière la compression d'image. C'est encore relié avec Fourier, avec le monsieur qui a travaillé, lui, sur la diffusion de la chaleur. En gros, si j'ai une petite image de 8 par 8, bien, je peux tout simplement dire que c'est une combinaison linéaire de 64 images. Puis là, l'affaire, je ne sais pas si vous voyez un petit peu ce qui se passe, c'est que l'image de 8 par 8, il y a 64 pixels là-dedans. Mais pour décrire l'image de 64 pixels, j'aurais besoin finalement de connaître les 64 poids ou coefficients devant chacun de mes images de base. Au final, que j'enregistre les 64 pixels, les couleurs, ou que j'enregistre les 64 poids ou coefficients de la combinaison linéaire, j'ai quand même 64 nombres à enregistrer. Je n'ai pas l'air d'être gagnant ici. Mais je vais l'être, et ça, c'est la beauté de la compression JPEG. La clé, grosso modo, c'est de laisser tomber certains coefficients. JPEG, ce qu'il fait, c'est qu'il se dit, bien, la plupart des images que le monde prenne, les images sont uniformes. Ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de variations dans l'image. JPEG utilise ce qu'on appelle une table de quantification pour conserver les coefficients, relier les images, il n'y a pas trop de fluctuations. Si vous voulez, dans mes 64 images de base, on va accorder une plus grande importance aux images qui sont dans la moitié supérieure gauche que la moitié inférieure droite. Ici, comme ça oscille beaucoup, beaucoup, puis qu'on suppose que dans une image, il n'y a pas tant d'oscillation, bien, on va laisser tomber certains coefficients qui sont devant ces images, on va les mettre à 0. Ça, je vous avouerai honnêtement qu'il y a plusieurs subtilités dans la compression, mais ça, c'est l'idée générale. Finalement, la compression est basée juste sur une combinaison linéaire et on garde finalement les poids qui nous semblent les plus importants pour nous. Je finis avec cet exemple-ci qui est tiré d'un livre qui a été rédigé par Yvan Saint-Aubin et Christiane Rousseau de l'Université de Montréal qui s'appelle « Mathématiques et technologies ». C'est une image de chat. À gauche, ce n'est pas compressé. À droite, c'est compressé. Mais là, c'est un peu bizarre parce que moi, j'ai pris une capture, donc c'est clairement compressé des deux côtés. Mais bon, vous allez voir un peu ce qui se passe. Regardons le chat
qui est une image de 640 par 640 pixels. Fait qu'à gauche, elle n'était pas compressée. À droite, c'était compressé avec JPEG. Puis, à l'œil nu, comme ça, ben, il n'y a pas tant de différence. Puis, pour voir finalement les endroits où JPEG se plante, entre guillemets, il faut voir les endroits où il y a des très, très grands contrastes. Fait qu'ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va zoomer sur le poil de moustache ici au chat, dans les deux images, puis voir ce qui se passe. Donc, voici le petit zoom. Et là, on a encore un bloc de 32 par 32 pixels. Mais JPEG, lui, fonctionne avec des blocs de 8 par 8. Fait que le bloc de 8 par 8, par exemple, représenterait ce qui est ici dans le contour en blanc. Déjà, je vais vous faire remarquer quelque chose. Ici, dans la région qui est là, hein, c'est majoritairement uniforme en termes de teinte de gris. Regardez ce que JPEG a fait. Les petites variations ici, là, les JPEG s'est dit, hey, ça n'a pas tant d'importance. C'est carrément devenu des blocs, des grands carrés de la même couleur partout. Mais ultimement, ce bloc, je vous montre, là, c'est tellement un tout petit bloc qu'à l'œil nu, comme ça, si on ne zoome pas, on ne le verra pas, ça n'aura pas un effet sur l'image totale. Mais par contre, dans les endroits où c'est très contrastant, puis je vais zoomer encore hein, dans le petit bloc en question, c'est là où on voit finalement les lacunes de JPEG, ou du moins les endroits où le JPEG a plus de difficultés. Ici, vous voyez, là, on avait des beaux, comme un beau dégradé. Et là, j'ai des cases noires qui ont été comme changées. Mon dégradé n'est pas aussi beau. C'est-à-dire que quand l'image a été reconstruite en faisant la combinaison linéaire, les poids qui ont été enregistrés dans le fichier JPEG ne permettent pas de reconstruire parfaitement l'image originale. Mais justement, c'est normal parce que l'idée, c'est qu'on perde un peu d'informations, mais que globalement, à l'œil nu, ça reste quand même correct pour qu'on puisse mettre notre image de chat sur Instagram, n'est-ce pas? Fait qu'ici, juste pour terminer, on avait parti avec une image qui avait finalement 409 600 pixels, mais en faisant la décomposition à l'aide de nos combinaisons linéaires, le poids de chacune des images, on a conservé seulement 1/8 des coefficients, c'est-à-dire qu'après la compression JPEG, il y a 352 000 coefficients qui sont devenus nuls. Et qu'ultimement, on a juste eu besoin d'enregistrer 57 600 coefficients plutôt que d'enregistrer 409 600 pixels ou les couleurs des pixels. Fait qu'on est passé d'une image de 409K à 57. Et pourtant, les deux images de chat nous semblaient, en tout cas, moi, me semblent quand même équivalentes. C'est tout pour ma conférence d'aujourd'hui. Je l'ai passée de 5 minutes. Je termine avec cette diapo sur la revue Acromat, qui est une revue qui est créée au Québec, qui est rédigée par des mathématiciens de partout dans les cégeps et universités québécoises, qui vulgarise en fait plusieurs notions mathématiques, plusieurs phénomènes aussi en sciences, en génie, en technologie. Si vous voulez en apprendre un peu plus sur l'application des mathématiques, je vous recommande fortement d'aller regarder ce site. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci. Je vais prendre les questions s'il y en a. Un grand merci, Louis-Xavier. C'était captivant. Donc, gênez-vous pas, c'est la période des questions. Donc, on a une main ici, Jean-Simon. OK, bravo. OK. Félicitations. Excellent. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Diane, Annick? Moi, j'aurais une petite question. Oui. Par rapport au vecteur de déplacement que tu avais montré, Xavier, Oui. Si, mettons, on voudrait placer un vecteur de temps dans le vecteur de déplacement, c'est où qu'on viendrait positionner ce vecteur? Ah, c'est bon. Là, dans le fond, tu voudrais que le vecteur puisse changer dans le temps, carrément. Ouais. Ici, là, tu viens quand même d'ajouter une bonne difficulté parce que souvent, les vecteurs comme ça, quand on parle de déplacement, c'est vraiment juste une description spatiale. Fait que tu pourrais l'ajouter comme une troisième composante à ton vecteur. Puis là, il faudrait que j'ai un axe de plus si je voulais représenter le temps, finalement. Mais je pourrais avoir un vecteur qui pointe finalement à la fois dans l'espace, qui aurait deux composantes spatiales et une composante de temps. Mais d'un point de vue de visualisation, c'est quand même plus difficile. Fait qu'ici, ce que j'ai fait, hein, quand je parlais du
déplacement. Là, c'était vraiment comme un déplacement qui est statique, qui bouge. Que je veux juste me déplacer du point A à B, mais je ne change pas d'idée en cours de route, finalement. OK. La deuxième question, c'est, j'ai remarqué que l'équation de la fréquence, que je pense 2 diapos vers la droite, Ouais, celle-là? ouais, ouais, je trouve que ça ressemble un petit peu à la vitesse d'oscillation. Oui, c'est ça, exact. Ben, en fait, ici, il y a la fréquence, il y a différentes manières comme de la définir, hein, parce que ça dépend aussi, tu sais, comme ça, c'est un truc que j'ai souvent dans le cours de maths 265, là, quand on parle des fonctions sinusoïdales. Les physiciens et les ingénieurs aiment bien parler de la fréquence en termes de Hertz, mais les mathématiciens, on ne fait jamais ça. OK? Fait que on regarde plus plutôt le nombre, finalement, d'oscillations euh, par période, mais qui ne sont pas nécessairement reliés à un intervalle de 1 seconde. Fait que ça se peut que tu aies vu d'autres manières ici de décrire finalement la fréquence, puis c'est correct. Moi, je l'ai écrit de cette manière-là pour faire un lien finalement avec les séries de Fourier, le n finalement de la combinaison de séries de Fourier. Puis ici, j'avais pris, dans le cas des ondes, j'avais pris des périodes finalement sur 1 seconde, fait que mon P, c'était comme des ondes sonores, j'avais pris le P égal à 1. Mais il y a d'autres manières tu as peut-être déjà vu des formulations avec oméga. Hein? Devant le T, c'est oméga. Fait que Ouais. c'est tout relié ensemble, ça. Fait qu'il faut juste s'entendre de quelle fréquence qu'on parle. OK. Juste une petite question comme ça, genre d'histoire. Comment que Fourier il a fait pour calculer des cosinus comme ça aussi complexes dans le temps qu'on n'avait pas une technologie pour nous aider Oui, parce que c'est ça qui est fou. Si je remonte M. Fourier, justement, là, ici, ça remonte quand même au 19e siècle, début du 19e siècle, qui était loin. Puis Fourier, c'est fou parce qu'en fait, tout ce qui est technologique maintenant, que vous pensez finalement à visualisation de films sur Internet, d'utilisation de la technologie 4G pour les cellulaires, tout ça, s'il n'y avait pas eu l'idée de Fourier, bien, tout s'écroule. Là. Fait que vous pouvez vraiment dire un gros merci à M. Fourier, mais l'idée du sinus, finalement, c'est que, justement, lui, il avait commencé, je pense, son raisonnement en se disant, si j'ai un profil sinusoïdal en termes de diffusion de la chaleur, ce que je n'ai pas fait ici, là, mon profil initial, il n'était pas du tout de forme sinusoïdale. Mais lui, il s'est dit, si je pars avec une température dont le profil a la forme d'un sinus, bien, avec le temps, ça devrait rester des sinus. La forme devrait rester des sinus. Tout ce qui va changer, c'est l'amplitude. Je pense que c'était un peu ça son idée. Il y avait comme une espèce d'intuition aussi physique par rapport à la distribution de la chaleur sur une barre. Puis il est parti avec ça. Mais son idée fonctionne aussi avec une distribution initiale de chaleur qui n'est pas sinusoïdale. C'est pas mal ce que je peux te dire. Je n'ai pas plus d'informations sur le contexte historique, là, mais je pense que c'était de là qu'est partait son intuition. Mais oui, c'est très impressionnant. J'ai une très grande admiration pour M. Fourier, je vous avouerai. On a une question de Yacine ici qui est dans le clavardage. Est-ce que Oui. pour faire un logiciel de compression, avoir quelqu'un qui fait des maths appliquées est vital? Bien, en fait, si vous travaillez, je pense, en tout ce qui est la partie, le domaine qui appelle traitement de signal, okay, ou analyse d'image, c'est ça, vous allez tomber sur l'analyse de Fourier. C'est inévitable. On l'a vu, le JPEG, puis la compression sonore, quoi que ce soit, là, c'est ça que Fourier. Fait que, ultimement, vous allez devoir, si vous ne l'avez pas vu, c'est sûr que les connaissances dans ce domaine-là vont vous aider. Puis, ben, fait que je dirais, si vous ne le savez pas, vous avez juste à l'apprendre, mais c'est sûr que le traitement de signal, c'est directement relié à ce qu'on appelle l'analyse de Fourier ou les séries de Fourier puis les transformés de Fourier, si ça vous dit quelque chose. J'aurais une question personnelle. Les gens qui ont Vas-y. des problèmes de santé, genre acouphènes, Ouais. il y aurait peut-être des mathématiciens qui pourraient s'asseoir avec des audiologistes pour essayer de trouver qu'est-ce qui fait que l'acouphène pourrait réduire, ou je ne sais pas, il y a peut-être quelque chose à faire là avec les maths. Sûrement. Ben, il y en a des ingénieurs, d'ailleurs, à l'école qui travaillent Ouais. sur tout Ouais. l'aspect audio.
Oui. Mais puis encore là, c'est sûr que je ne suis pas un professionnel non plus. Là, je suis un professionnel dans rien de ce que je viens de montrer aujourd'hui, en quelque sorte. Hein. J'ai juste comme présenté plusieurs sujets. En termes d'application, ce que je veux dire, je suis pas professionnel. Là, pour ce qui est des maths, ça va, je pense. Mais peut-être, je ne pourrais pas dire parce que même le phénomène d'acouphène, d'un point de vue biologique, je ne sais pas c'est dû à quoi. Ouais, je me demande non, même si c'est même un truc auditif, si c'est même peut-être juste un truc aussi au point de vue du signal avec le cerveau. Là. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vient frapper sur le tympan. Mais effectivement, il y a des maths un peu partout. Bon, ben, excellent. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, oui, Jean-Simon. Salut Louis-Xavier, merci beaucoup. J'ai une question, je ne sais pas si c'est un peu technique. Tu sais, quand tu additionnes des pixels ou des images de pixels, tu sais, bon, tu disais que 0 c'est noir, 255 c'est blanc, mais quand tu additionnes des pixels, à un moment donné, tout va finir par être blanc. Tu sais, est-ce qu'il y a une normalisation? Oui, il y a une normalisation, très bien. J'ai passé beaucoup de choses ici sous le tapis. Là. Effectivement, hein, si j'additionne des trucs, ça va venir tout noir ou tout blanc, je vais perdre plein de contraste. Effectivement, il y a une pondération qui se fait. Je ne sais pas si vous allez. Je l'ai laissé caché. Il y a une pondération ici, je ne sais pas. Il y a une petite pondération ici qui est faite par rapport justement à l'amplitude finalement de chacun de mes éléments de ma base, de mes 64 éléments de la base, parce que sinon, ça n'a plus aucun sens. Et tout ça, la pondération qui est faite ici, c'est encore lié à justement l'analyse de Fourier. Là. Fait que c'est ce qu'on appelle le mot exact ici qui a été fait, c'est une transformation en cosinus discrète, si vous voulez savoir c'est quoi, vous voulez vous fier de votre côté. C'est ça que JPEG utilise. Merci. Mais très bien vu, très bien vu. Pas moyen de mettre des choses sur le tapis sans que personne ne s'en rende compte. C'est des ingénieurs ici. C'est correct, c'est correct. Donc, excellent. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? On va terminer avec un remerciement encore à Louis-Xavier. C'était vraiment captivant. J'espère que ça a été quand même abordable pour tout le monde, puis que j'ai réussi à passer le message que, ultimement, c'est ça, un concept simple. Des fois, on a l'impression qu'on le voit juste dans un cours et qu'on ne le reverra plus du tout. Mais puis là, je parlais de couleurs, puis de vecteurs, puis de son, puis d'image, la combinaison linéaire. Mais mathématiquement parlant, il y a comme toute une théorie qui lie ça ensemble de manière cohérente. Là. Ça n'a peut-être pas l'air cohérent pour vous, mais mathématiquement, il y a une manière de lier tout ça de manière cohérente. Là. Fait que voilà, c'est ce que je voulais essayer de démontrer aujourd'hui. C'était très bien fait. Bien, bravo, merci beaucoup encore une fois. Donc, merci de votre participation. Donc, on se retrouve, si vous voulez, le 18 février à 12h15 avec Louis-Philippe Vallée, témoignage sur son cheminement avec Nexus Innovation. Un grand merci, Louis-Xavier, encore. Merci de votre participation à tous. Louis-Xavier, on va rester un petit peu peut-être? Oui, je vais rester s'il y a du monde qui veut jaser. Tu veux me jaser? Aussi, toi, tu veux me jaser? Ben, il y a Marie. Hey, Marie, c'est toi, tu étais là. C'est le fun. Merci, Marie.